Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le journal La Croix du 10 janvier 1886 la déposition du gardien du cimetière de Saint-Ouen près de Paris. Il déclare que plusieurs tombes viennent d'être profanées. On a déterré des cadavres et dérobé les bijoux et objets précieux que par piété on laisse souvent aux morts. On a aussi enlevé le plomb des cercueils. Ces vols sacrilèges se commettent pendant la nuit, après les heures de ronde du gardien. Ce sont toujours des tombes fraîches qui reçoivent la visite de ces lugubres malfaiteurs. Le chef de la sûreté envoie des agents pour exercer une surveillance spéciale. Une nuit, ils surprennent 2 individus venus déterrer une femme ensevelie le jour même. Ils sont munis de revolvers, d'un ciseau à froid et de coins en bois. Ils n'opposent aucune résistance, mais refusent de donner leur nom et ceux de leurs complices. Les voilà sous les verrous. On apprend le lendemain que M. Cochefer, commissaire de police de Saint-Ouen, vient d'arrêter un 3e larron. Ces 3 hommes seraient des ouvriers travaillant au cimetière régulièrement. La police se met en quête du receleur qui achète le produit de ces sacrilèges, car les voleurs doivent écouler leurs marchandises volées aux morts. Une enquête minutieuse est ouverte et on espère arrêter tous les auteurs de ces scandales. Ces 2 annonces, reprises dans de très nombreux quotidiens, ne sont que des entrefilets dans la rubrique des faits divers. Mais en cette année 1886, on n'a pas fini d'entendre parler du cimetière de Saint-Ouen qui va se trouver au centre d'une sale affaire. La violation de sépulture est déjà un délit peu apprécié dans l'opinion publique. On est d'avis depuis à peu près toujours que les morts ont droit à la tranquillité du repos éternel. On peut parler de consensus sur le sujet, quel que soit le pays et l'époque. Aussi, quand l'affaire du cimetière de Saint-Ouen devient encore plus glauque, la condamnation est unanime. Voici les faits. Le 26 mars 1886, on enterre au cimetière de Saint-Ouen Fernande Méry, 18 ans, décédée l'avant-veille à Belleville. De son vivant, elle était figurante dans un théâtre parisien où elle portait le nom de Carmagnole. Le cercueil est déposé dans la fosse commune et recouvert d'une légère couche de terre. Elle sera inhumée plus tard. En fin de journée, les fossoyeurs viennent fixer la clôture de planches contre laquelle le cercueil est appuyé. Le lendemain matin à 6h15, le gardien du cimetière fait sa tournée. Il aperçoit sur le bord de la fosse commune le corps d'une femme complètement nue. C'est Fernande Méry. Le gardien contacte aussitôt le commissaire Cochefer. Avec l'aide du docteur Dubousquet, il procède aux premières constatations. Il ne leur est pas difficile de reconstituer les faits. Le profanateur franchit le mur de clôture peu élevé. On voit encore ses traces de pas. Il enlève ses chaussures qu'on retrouve à 6 mètres du corps. Il déterre le cercueil facilement, puis soulève le couvercle à l'aide d'un couteau dont la lame laisse son empreinte dans le bois. Il ôte le linceul du cadavre et le transporte sur le talus. Il n'est pas nécessaire de décrire le but du profanateur. La nudité du cadavre et sa position le laissent très bien entendre. D'ailleurs, l'examen du docteur Dubousquet confirme ces suppositions. Son immonde passion assouvie, le misérable abandonne le cadavre au bord de la fosse et reprend le chemin par lequel il est arrivé. Fernande Méry repose à présent dans un cercueil provisoire en attendant la décision du parquet. Le lendemain, on en apprend plus sur la morte. Douée d'un tempérament fantasque et d'un caractère sceptique, Fernande Méry change d'amant tous les 2 mois. C'est une jeune femme très jolie, capable d'inspirer de grandes passions. Il y a 6 semaines, elle quitte le domicile de son père et devient la maîtresse d'un homme sérieux avec lequel elle s'installe rue de Morée. Elle continue cependant sa relation avec un homme qui dirige un bordel en Seine-et-Oise.
Elle fréquente assidûment l'Élysée-Montmartre et joue dans quelques pièces au théâtre du Château d'Eau. Mais elle meurt subitement d'une rupture d'anévrisme. Son père ne souhaite pas alors s'occuper de son enterrement et c'est son amant sérieux qui s'en charge. Son cercueil n'est suivi que par une dizaine de personnes. Ainsi que ça se pratique ordinairement, il est placé dans la tranchée creusée pour recevoir tous les cercueils de la journée. Ils ne sont séparés que par une clôture en planche. Comme l'enterrement de Fernande est le dernier de la journée, les fossoyeurs le recouvrent d'une légère couche de terre, puis se retirent. Qui peut être l'auteur d'une telle profanation ? Sans doute quelqu'un qui a assisté à l'enterrement pour être allé avec une aussi grande assurance à l'endroit même où le cercueil de Fernande reposait. Il y avait peu de monde, il sera facile d'identifier chacun. Les interrogatoires ont d'ailleurs déjà commencé. De graves soupçons pèsent sur un jeune homme qui est consigné à la disposition du commissaire de police. Cet inconnu avait de grandes raisons pour assister à l'enterrement. Son domicile a déjà été perquisitionné. Le 30 mars, on a son nom, Charles Duhamel. Vous pouvez lui rendre visite puisqu'il habite 36 avenue des Batignolles à Saint-Ouen, comme nous en informent les journaux. Enfin, vous ne trouverez que sa grand-mère puisque lui est entre les mains du commissaire Cochefer. Le journal L'Événement précise que s'il y a de bonnes raisons de croire en sa culpabilité, il y en a d'autres qui permettent de penser qu'on se trouve en présence d'un halluciné qui s'accuse d'un acte qu'il n'aurait pas commis. C'est embêtant, problématique même. Mais racontons les faits tels qu'ils se présentent. Le 28 mars, M. Taylor, chef de la sûreté, reçoit une lettre. Duhamel l'informe qu'il n'est pas nécessaire de chercher plus longtemps l'auteur du sacrilège du cimetière de Saint-Ouen. Le coupable, c'est lui. Or, ce Duhamel s'est déjà accusé de plusieurs crimes par le passé, des incendies en l'occurrence. Les enquêtes menées alors ont démontré qu'il n'y était pour rien. On compare donc l'écriture de la lettre du 28 mars avec les précédentes. C'est la même. Monsieur Cochefer convoque donc ce Duhamel pour qu'il fournisse quelques explications. Il avoue qu'il est le violeur nécrophile et que le crime lui pèse sur le cœur. Il va donc dire la vérité. Il explique qu'il a connu Fernande Méry à l'Élysée-Montmartre et qu'il a conçu pour elle un amour d'autant plus violent qu'elle se refusait à lui. Ayant appris qu'elle était morte, il s'est résolu à assouvir sa passion sur son cadavre. N'osant tenter l'aventure seul, il propose à son ami Dupont de l'accompagner au cimetière pour voler des bijoux. Il ne lui dit rien de son véritable but. Le jour dit, tous deux suivent le convoi. À minuit, ils pénètrent dans le cimetière par la porte de la procession. Ils trouvent facilement la tombe, car on y a planté la croix et la couronne blanche qui se trouvaient sur le cercueil. Puis Duhamel raconte en détail la scène du viol que le journaliste nous épargne. Cette déclaration faite, Duhamel éclate en sanglots, puis il arrache ses vêtements et se roule par terre. On le conduit à l'infirmerie du dépôt, et on vérifie son témoignage auprès du dit Dupont. Un excellent garçon qui peut reconstituer minute par minute son emploi du temps le jour du crime. Il s'est en effet promené avec Duhamel, mais pas du côté du cimetière de Saint-Ouen. Cela est établi par plusieurs témoins. Alors, que reste-t-il du récit de Duhamel ? Il a donné sur l'affaire des détails précis qui le rendent crédible. Mais on a appris que Duhamel lit quotidiennement plus de 20 journaux, et il ne serait pas étonnant que ce soit là qu'il ait trouvé toutes ces précisions. Ce sera au docteur Mottet, médecin aliéniste, de se prononcer. Quoi qu'il en soit, Duhamel a envoyé sa lettre aussi à quelques quotidiens. On peut donc la lire, et c'est un touchant récit d'amour contrarié. C'est M. Anquetil, juge d'instruction, qui est en charge du dossier. Il prend son temps. On nous dit le 20 avril que Duhamel est toujours à Mazas, la prison située face à la gare de Lyon, détruite en 1898. Il y occupe ses loisirs à la confection de traités de mathématiques dans lesquels il expose et soutient les théories les plus bizarres. Ce n'est que le 8 mai
qu'on apprend que celui qu'on appelle déjà le vampire de Saint-Ouen est revenu sur ses aveux. « Un moment de folie, dit-il. » Il se dit impulsif. C'est ainsi que, voyant passer le convoi funéraire de la jeune femme qu'il ne connaissait pas, il s'est joint au cortège jusqu'au cimetière. Il a assisté à la descente du corps dans la fosse, mais il n'est pas revenu le visiter. Depuis qu'il est à Mazas, ses nuits sont agitées et fiévreuses. Il a de terribles insomnies. Il voit des fantômes dans sa cellule et entend des voix. Sa frayeur est telle qu'il est pris de tremblements nerveux qui durent parfois 1 heure. Il semble de plus en plus certain que le malheureux souffre de graves troubles mentaux. Laissons-le dans sa cellule et espérons que les aliénistes lui procureront le traitement approprié. Il nous faut retourner de toute urgence au cimetière de Saint-Ouen. Car à nouveau, le 15 juin, des gardiens trouvent un cercueil vide. Un tout petit cercueil. C'est celui de Pauline Chaillet, âgée d'1 an ou 2 selon les journaux, et enterrée la veille. Le cadavre a disparu. À quelque distance de là se trouve une maisonnette abandonnée qui sert de dépôt pour les matériaux. Pendant 30 ans, c'est un brave homme, le père Blot, qui y logeait et qui exerçait les fonctions de commissionnaire. Au moment où, surpris, les gardiens regardent à droite et à gauche pour chercher le petit corps, ils voient un homme sortir de la maison en courant et se sauver vers la route. Ils se lancent à sa poursuite et parviennent à l'arrêter. Ils reconnaissent le fuyard. C'est le fils du vieux commissionnaire. Ils le ramènent dans la maison abandonnée. Et c'est là qu'un spectacle horrible s'offre à leurs yeux. Le petit cadavre de Pauline est étendu par terre dans une position qui ne laisse aucun doute sur ce qu'il vient de subir. Blot tente de profiter de l'effarement des gardiens pour s'enfuir. Mais l'un d'eux bloque la porte. Ils regardent à présent leur prisonnier avec une répugnance non dissimulée. Comment est-ce possible ? Comment ce jeune homme qu'ils connaissent peut-il se livrer à de telles atrocités ? Monsieur Cochefer est aussitôt prévenu. L'homme que les gardiens viennent d'arrêter se nomme Henri Blot. Il a 27 ans et demeure boulevard Barbès. D'autres journaux prétendent qu'il se nomme Émile et qu'il a 22 ans, mais dès qu'ils auront vérifié leurs sources, tout rentrera dans l'ordre. Henri Blot est marié et père d'un enfant, mais sa femme l'a quitté et demande le divorce en raison de ses mœurs honteuses. Fossoyeur révoqué, il ne fait pas mystère de son ignoble passion pour les mortes. Il avoue sans difficulté qu'il s'est introduit 2 nuits dans le cimetière, qu'il a déterré le cercueil de l'enfant, puis qu'il a emporté le corps dans la petite maison. Il comptait le laisser là, mais une fois l'attentat consommé, il s'est endormi pour ne se réveiller que vers 7 heures, au moment où les gardiens constataient la violation de sépulture. À côté du cercueil, on a trouvé un couteau à ses initiales qui a servi à briser le couvercle. En raison des similitudes avec l'affaire Fernande Méry, on l'interroge aussi sur cet attentat. Blot commence par nier, puis fait des aveux complets. Il ne fait guère de doute que cette fois, on a bien retrouvé le coupable. Et on se demande s'il n'a pas commis d'autres crimes du même genre. C'est à croire car quand le commissaire Cochefer lui a exprimé son dégoût, il a simplement déclaré « Que voulez-vous ? Chacun ses passions, moi, le cadavre, c'est la mienne. » Au physique, Blot est aussi repoussant qu'au moral. Brun, cheveux noirs coupés courts, de taille moyenne, le visage sanguin et la bouche bestiale. Il a bien sûr l'œil mauvais, et pourtant, il n'est pas la brute qu'on supposerait. Il a une certaine intelligence. Le bruit se répand vite dans Saint-Ouen qu'un nouvel attentat a eu lieu au cimetière et que le coupable est arrêté. Aussi, dès 9 heures, plus de 1000 personnes se pressent aux grilles que l'on doit faire garder par un peloton de gendarmerie, tant est grande l'indignation de la foule. Quand on conduit le suspect au commissariat, elle se fait de plus en plus menaçante et il faut une forte escouade pour protéger le prisonnier. On lui lance des pierres, qui atteignent parfois les agents, et on veut lui faire expier séance tenante son ignoble crime.
Le 15 juin, le petit journal fournit d'autres détails sur l'ignoble découverte et l'arrestation de Blo. Il désigne les parents de la petite victime par l'initiale de leur nom, par plus de discrétion sans doute. Mais il précise qu'il demeure rue du Volga, dans le quartier de Charonne à Paris. Et c'est en lisant ce numéro du journal, s'enorgueillit le lendemain le quotidien, que la pauvre mère apprend ce qui est arrivé à sa fille. Elle est, nous dit le journaliste, saisie d'une poignante émotion. On est sans aucun doute bien en deçà de la réalité dans cette famille déjà en deuil. Mais il faut en rajouter, alors on lit que c'est un triste spectacle de voir la mère pleurer auprès de la fosse vide de son enfant, tandis que le père s'efforce de maîtriser son émotion en crispant les poings de colère. Et ces points-là, Blo ferait bien de s'en méfier. Ce qu'aucun journal de l'époque des faits ne précise, mais que j'ai déniché à force de recherche, c'est que le père Chaillet est plus connu au Bal-Bardel sous le nom de Toto. C'est un Hercule de foire au casier judiciaire bien rempli qui entre et sort de prison au gré de ses colères et de ses bagarres. Donc, messieurs les agents, pour qu'il soit jugé, ne lâchez pas un instant le violeur du cadavre de sa fille. C'est le docteur Brouardel, médecin légiste, qui autopsie la petite Pauline et confirme le viol. Tout porte à croire que Blo ne jouit pas de toutes ses facultés. Du fond de sa cellule, pourtant, Charles Duhamel crie que cet homme est un fou, doublé d'un menteur, car c'est lui, et lui seul, qui a violé Fernande Méry. Du côté du Petit Parisien, on se penche sur les vampires dans l'éditorial du 17 juin. Certains cas de vampirisme sont encore plus horribles que celui de Blo. Car oui, dans le Petit Parisien, il faut toujours être plus horrible, plus scandaleux, plus effrayant, même quand le maximum est déjà atteint. Il existe donc des vampires qui ne se contentent pas de violer, ils mentent aussi. Mais les cas sont rares ici, nous assure l'éditorialiste. En Europe orientale, par contre, les cas sont beaucoup plus nombreux et ont donné lieu à toutes sortes de légendes qui trouvent un accès facile dans les cerveaux voués à la superstition et à l'ignorance. Le journaliste est plutôt bien renseigné sur les légendes vampiriques d'Europe de l'Est. Je vous rappelle que nous sommes en 1886 et que le Dracula de Bram Stoker ne paraîtra qu'en 1897. Les amateurs n'ont à se mettre sous la dent que la nouvelle du Britannique John Polidori, intitulée Le Vampire, et le roman Carmilla de l'Irlandais Sheridan Le Fanu. C'est le 27 août que s'ouvre le procès d'Henri Blo devant le tribunal correctionnel. En effet, il ne passe pas en cour d'assises puisqu'il n'a tué personne. Il comparaît sous les inculpations de violation de sépulture, outrage public à la pudeur et coups et blessures. Il risque un maximum d'1 an de prison. Le Figaro trouve le prévenu assez joli garçon, malgré un visage un peu blême. Il est coiffé à la chien, c'est-à-dire avec les cheveux ramenés sur le front. Il porte une fine moustache soigneusement effilée. Ses yeux clignotants sont profondément enfoncés dans les orbites. Il y a dans sa physionomie quelque chose de félin. C'est d'une voix ferme qu'il explique que le 14 juin au soir, il boit beaucoup. Après la fermeture des brasseries, il se rend au cimetière de Saint-Ouen qu'il connaît parfaitement car son père a longtemps habité la maison abandonnée qui s'y trouve. Il franchit le mur d'enceinte par derrière, du côté des poissonniers. Il se rend à la fosse commune et descend dans le fond pour déplacer les planches qui tiennent le dernier cercueil inhumé. Il l'ouvre et soulève le cadavre qu'il transporte jusqu'à la maisonnette dans laquelle il entre par une fenêtre. Il dépose l'enfant par terre. Il déclare alors ne plus se souvenir de ce qu'il a fait, si ce n'est qu'il s'est endormi. Ce sont les gardiens qui l'ont réveillé. Le président Lepelletier l'interroge ensuite sur la profanation du cadavre de Fernande Méry. Là encore, Henri Blo ne cache rien. Entre 11h et minuit le 25 mai, il escalade la petite porte noire qui donne sur le chemin de la procession. Il se dirige vers la fosse commune et là aussi ôte la cloison qui retient la terre sur le dernier cercueil de la rangée, car il sait qu'il y trouvera une jeune femme. Son nom et son âge sont indiqués sur la croix piquée dessus.
Il la sort de son cercueil, la dépose sur le remblai et assouvit sur elle ses désirs. En énonçant ces horreurs, Henri Blot semble n'éprouver aucune émotion. Il s'exprime correctement, sans embarras. Quand on en vient à ses sentiments, à ce qui le motive, il répond qu'il ne sait pas, que lui-même ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Le président lui demande s'il a commis d'autres profanations du même genre, par exemple au temps où il était fossoyeur. Il affirme que non. Mais les gardiens du cimetière qui témoignent ensuite sèment le doute sur cette affirmation. Car avant l'arrestation de Blot, ils ont trouvé des cercueils décloués dans le cimetière. Ils en attribuaient la dislocation à l'humidité. Mais depuis l'arrestation, ils n'en voient plus. Alors il conclut que c'est lui qui ôtait les cadavres de leurs cercueils et les violait avant de les remettre en place. Si on n'avait pas vu Blot au moment de la profanation de la petite fille, il l'aurait remise elle aussi dans son cercueil, et on n'aurait rien vu. On entend ensuite un terrassier, M. Senet, qui témoigne des brutalités que l'accusé lui a infligées. Ce sont ces brutalités mêmes qui occasionnent la poursuite pour coups et blessures dirigée contre le vampire de Saint-Ouen. Elles vont être très importantes dans le verdict. Blot reconnaît les coups tout en traitant Senet de menteur et d'ivrogne. Le docteur Mottet, chargé d'examiner l'état mental de Blot, fait une déposition intéressante. Les actes pour lesquels Blot est poursuivi, déclare l'aliéniste, sont d'une nature telle qu'il est permis de supposer, avant tout examen, un trouble mental profond. Mais avant de porter un jugement médical, il faut considérer toute la biographie cérébrale de l'individu. Henri Blot, fils d'épileptique, est épileptique lui-même. Le père Blot a 63 ans. Il a été pendant 25 ans facteur de cimetière au service de l'administration des pompes funèbres. La mère Blot est intelligente et en bonne santé. Elle a eu 6 enfants dont 2 ont survécu. Henri Blot a été un enfant difficile. Jeune homme, il est successivement groom au ministère des Finances, apprenti serrurier et apprenti marbrier. À 18 ans, il s'engage dans l'armée. Envoyé en Afrique, il se met à boire de l'absinthe. Il devient caporal, puis est chassé pour ivresse. De retour en France, il continue à boire et trouve à s'employer au cimetière de Saint-Ouen comme fossoyeur. Il se marie, mais fait preuve d'une bestialité dans ses rapports conjugaux, ce qui trouble beaucoup la jeune épousée. Elle quitte le domicile conjugal et se réfugie chez sa mère. Cet abandon cause à Blot un véritable chagrin. Il s'enivre encore plus fréquemment et ne travaille plus régulièrement. Il trouve enfin une place chez un sieur Beaudoche, propriétaire d'un jeu de quilles. Voilà pour l'aspect biographique. Pour ce qui est de son état mental, le médecin affirme que Blot n'est pas un aliéné et qu'à l'heure présente, rien ne justifierait son placement dans un asile. L'y enfermer serait supprimer chez lui toute responsabilité, alors qu'il peut, s'il le veut, se corriger de ses habitudes. Le docteur Mottet termine en précisant qu'il serait juste de tenir compte de ses antécédents pathologiques d'un point de vue pénal, mais qu'il faut aussi réprimer des actes commis sous l'influence de l'ivresse volontaire. La jeune Madame Blot, âgée de presque 20 ans, est quant à elle incapable de témoigner. Mais elle s'est exprimée au cours de l'instruction. Elle a rencontré Henri Blot au cabaret des Corbeaux, un bouge parisien particulièrement apprécié des employés des pompes funèbres et autres agents des morts. C'est là que, son travail de vendeuse de fleurs terminé, elle l'attend pour qu'ils rentrent ensemble à Saint-Ouen. Elle l'épouse 3 mois après l'avoir rencontré et elle est très amoureuse. Les 6 premières semaines de mariage sont plutôt heureuses. Mais ensuite, le jeune époux s'adonne à l'absinthe et devient brutal. Il dévoile le fond sournois de son caractère et la frappe. Durant sa grossesse, il la brutalise pour qu'elle avorte. Il veut se livrer sur elle à des actes contre nature, explique-t-elle timidement. Elle lui résiste et il la menace de son couteau qu'il tient toujours sur son oreiller. Un jour qu'elle lui résiste encore, il entre dans une rage folle et l'attache au matelas avec des cordes.
Il la menace en criant qu'il va la tuer et qu'ensuite il fera d'elle tout ce qu'il voudra. Elle le quitte par peur et par dégoût. Comme les autres habitants de Saint-Ouen, elle descend dans la rue quand elle entend dire qu'on vient d'arrêter le fameux vampire. Quand elle découvre qu'il s'agit de son mari, la malheureuse s'évanouit. Depuis, elle souffre d'une affection au cœur. Ce qui fait d'elle un cas exemplaire pour le bon docteur Freud qui fait alors ses premières armes. Pour maître Signorino, avocat de la défense, Blot est fou. L'alcoolisme, se greffant sur l'épilepsie, a détruit toute responsabilité. Fils, frère, neveu d'épileptique, l'inculpé ne peut être puni pour des faits qui ne sont qu'épisodiques. Ces actes de folie sont les conséquences d'un délire qui échappe au châtiment. Signorino demande donc l'acquittement. Le tribunal se retire pour délibérer. Au bout d'une demi-heure, il rentre en séance. Blot est acquitté sur le chef d'outrage public à la pudeur, les viols ayant eu lieu alors que le cimetière était fermé. Il est condamné pour violation de sépulture à 2 ans de prison. Le Figaro trouve que c'est peu, mais le Matin rappelle que selon le code pénal, le maximum encouru est d'1 an. C'est l'inculpation pour coups et blessures sur Cenay qui lui vaut 1 an de plus. De viol conjugal, il n'est absolument pas question. Le viol de cadavre n'est pas prévu par la loi tant il est abominable, tant il est au-delà de ce qu'on peut imaginer comme crime. C'est le degré le plus extrême des déviances sexuelles, ou bien le dernier degré de la dégénérescence. C'est le Code civil de 1810 qui définit les crimes et délits. On y trouve des sanctions contre la violation de sépulture, le recel de cadavres et le non-respect des morts, de 3 mois à 1 an d'emprisonnement. Au regard de l'horreur des faits commis par Henri Blot, ce n'est pas assez. Il y a plus que violation de sépulture et plus que non-respect des morts. Henri Blot n'est pourtant pas le premier à défrayer ainsi la chronique. La loi a déjà eu à statuer sur le sort d'un nécrophile. Avant lui, il y a eu en 1849 le fameux vampire du Montparnasse. Comme Blot, il a été jugé pour viol de cadavre, mais condamné pour violation de sépulture sans aggravation en raison du caractère sexuel. Comme s'il avait seulement sorti un cadavre de son cercueil. Après le procès insatisfaisant du vampire du Montparnasse, un député a proposé une modification de la loi pour que la nécrophilie fasse son entrée dans le domaine des délits à sanctionner. On ne peut pas appeler cette modification une réforme, puisqu'il n'est question que de mutilation de cadavres, en aucun cas de viol. En 1849, on répugne à appeler un chat quand il est question de déviance sexuelle. Eh bien, la proposition de modification est rejetée car il n'y aurait ni opportunité ni convenance à le faire. Pourquoi ? Parce que les mutilations de cadavres sont, je cite, un fait que la loi doit s'abstenir de mentionner et d'atteindre, croyant en pareille circonstance mieux protéger la société par son silence qu'elle ne le ferait par ses rigueurs. N'en parlons pas donc et tout ira bien. Pire, la commission chargée d'examiner la proposition de modification affirme que l'être contre nature, se plaisant par instinct à la violation de tombeaux et à la mutilation de cadavres, n'existe pas. Mais les nécrophiles existent, les magistrats le savent puisqu'il en arrive devant les tribunaux, peu souvent, heureusement. Ils estiment qu'1 an d'emprisonnement est une peine trop douce et cherchent des circonstances aggravantes. Les juges qui statuent sur le sort d'Henri Blot, pervers nécrophile ayant violé au moins 2 mortes, dont un bébé d'1 an, sont désireux de lui infliger une peine plus dure que pour une simple violation de sépulture. Ils retiennent la violence envers l'ex-gardien pour aggraver sa peine d'1 an. La loi n'est pas modifiée après ce procès. La notion d'atteinte à l'intégrité du cadavre ne sera insérée dans le nouveau code pénal qu'en 1994.
C'est à partir du Vampire du Montparnasse en 1849, explique l'historienne Amandine Malivin, que cette perversion entre dans le domaine médical, mais très doucement. À l'époque qui nous intéresse, le nécrophile est désigné comme un vampire. Le terme de nécrophile n'est pas en usage pour les humains, il désigne certains insectes. Il faut attendre 1908 pour que la nécrophilie soit définie comme une perversion du sens génital caractérisée par la pratique de l'acte sexuel avec les cadavres. Pour l'opinion publique, la nécrophilie est sans doute une des plus monstrueuses déviances sexuelles. Car il existe des monstruosités qui, par leur excès même, portent le cachet de la folie et auxquelles, d'instinct, on refuse le concours de la raison. C'est vrai aujourd'hui, ça l'était du temps de Blot. Et pourtant, l'avocat de Blot qui a plaidé la folie n'a pas été entendu. Il est difficile de juger des individus psychologiquement dérangés, mais sains d'esprit en dehors de leur perversion. Car en droit français, un fou n'est pas responsable de ses actes et échappe à la responsabilité et donc au procès. Ce problème n'a jamais cessé d'alimenter les débats. Curieusement, ne me demandez pas pourquoi, j'ai cherché à en savoir plus sur les différents protagonistes de cette histoire, les parents de la petite Pauline, Eugénie, la jeune épouse de Blot, et sur Blot lui-même. Figurez-vous qu'à peine sorti de prison, Blot réapparaît à Saint-Ouen et on ne l'appelle plus que le vampire, bien sûr. Loin de chercher à se faire oublier par une conduite exemplaire, lit-on dans le Figaro du 3 décembre 1888, il se signale à nouveau à l'attention de la police par des menaces de mort adressées à plusieurs personnes ayant témoigné au cours de son procès. La terreur qu'il inspire est si grande qu'on fait à nouveau appel à la police. Je perds ensuite, malheureusement, sa trace, car j'aurais aimé en savoir plus. Savoir, par exemple, dans quel asile il a fini sa vie, ou s'il s'est un jour mué en bon père de famille. Qui sait ? Vous peut-être. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.